Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Il y a aujourd'hui un vrai enjeu de créer un alignement entre les fonctions product marketing et product. Pour cause, on tente d'unir les fonctions produits pour favoriser les synergies entre le produit et le business, mais dans le même temps, l'industrie se spécialise et segmente de plus en plus les rôles, ce qui est notamment le cas avec les fonctions PM et PMM. Dans cet épisode, Sébastien Gendreau, CPO chez AgoraPulse, nous partage à cœur ouvert son retour d'expérience sur la façon dont il intègre le product marketing au sein de son équipe produit. Sébastien nous explique ce qui a déclenché le besoin de recruter un premier PMM et le type de profil choisi. Pourquoi ça fait sens d'avoir le product marketing côté produit pour une entreprise comme AgoraPulse. Ses enjeux et réflexions actuelles pour construire, mais aussi l'idée, une équipe product marketing en tant que CPO. Enfin, il nous partage aussi ses conseils pour réussir à mesurer l'impact des PMM, recruter le profil adéquat et assurer une collaboration fructueuse entre PM, PMM et Product Designer. Mais avant de vous souhaiter une bonne écoute, je suis ravie de vous annoncer que cet épisode est sponsorisé, et pas par n'importe qui. Il s'agit de Pachamama, la seule agence de conseil et recrutement produit montée par une ancienne head-off, Marion Darnay. La mission de Marion avec Pachamama est simple, aider les entreprises à scaler sereinement la fonction produit. Elle a déjà accompagné plus de 150 entreprises et placé plus de 100 talents depuis sa création en 2020. Alors si vous cherchez à faire croître votre équipe produit ou si vous êtes à la recherche de votre prochaine aventure professionnelle, Pachamama vous accompagne dans toutes les étapes du process. Rien n'est laissé au hasard. Pour preuve, son NPS à 97%. Et oui, Marion et son collectif de recruteurs spécialisés peuvent vous aider à recruter ou à être recruté sur tous les métiers du produit, le product marketing inclus bien sûr. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de son site, pachamama.pm, dans les notes de l'épisode. Maintenant, je laisse vraiment place à mon échange avec Sébastien. Bonne écoute! Hello Sébastien! Salut Carlotta. Je suis super contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Comment tu vas? Merci de me recevoir. Ça va très bien malgré les chaleurs étouffantes du moment. Mais ouais, ça va super. Merci. Et toi? Ça va aussi très bien. Il fait aussi très chaud à Lyon. C'est vrai qu'au moment où on enregistre, on est en fin de mois d'août et la chaleur se ressent. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais chez AgoraPulse? Je suis Sébastien, je suis le Head of Product, VP Product, Chief Product, quel que soit le nom. Je suis la personne qui gère aujourd'hui le produit chez AgoraPulse. Donc AgoraPulse, c'est une plateforme, un outil de gestion pour les réseaux sociaux qui permet aux entreprises, de plus en plus mid-market, d'aller mesurer les résultats qu'ils obtiennent de leur présence sur les réseaux sociaux avec la gestion de publications, de conversations, de reporting, de mesures de ROI, etc. Donc mon boulot, c'est de leader les équipes engineering et produits, on va dire, product engineering notamment, et produit, product management, product design et product marketing dans la construction du produit et son go-to-market. Génial. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment est organisée ton équipe aujourd'hui? Donc il y a 3 grands départements finalement que tu gères, c'est ça? Oui, alors c'est pour ça que j'utilisais bien le mot leader quand j'incluais le product engineering parce que je ne manage pas le product engineering. L'équipe que j'ai est composée donc des 3 sous-équipes suivantes: le product management dans lequel on va retrouver 8 personnes, le product design dans lequel on retrouve 5 product designers et le product marketing dans lequel pour l'instant on a 3 product marketing managers. Et je compte pas les personnes qui gèrent en direct évidemment ces équipes qui sont mes direct reports pour le coup. J'ai aussi une personne qui s'occupe du brand design qui m'est rattachée directement aujourd'hui dans l'équipe. Et cette personne brand design, du coup, c'est lié au produit ou c'est plus côté marketing? Alors son impact est plutôt côté marketing, mais historiquement c'est une personne qui reportait à mon ancien head of design qui est parti, qui a été remplacé, mais cette personne pour l'instant me reporte directement. Ce qui me permet aussi, en ayant le product marketing, de pouvoir aborder certains sujets de type homepage de site web, etc. quoi. Ouais, super intéressant et on va en parler un peu plus longuement aujourd'hui vu que c'est le sujet. Tu es là aujourd'hui pour nous donner ta vision sur le product marketing, sur la place du product marketing dans une équipe produit et aussi et surtout nous partager ton retour d'expérience sur les enjeux d'intégrer cette fonction au sein d'une organisation produit parce que finalement tu es parti de zéro dans cette expérience. Pour commencer, je te propose de faire un petit saut dans le passé pour qu'on comprenne bien le processus qui a fait que tu as intégré ce métier de product marketing au sein d'AgoraPulse justement. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'est arrivé le premier PMM et surtout ce qui a enclenché, selon toi, le besoin de recruter cette ressource additionnelle? L'histoire du PMM chez AgoraPulse, elle démarre concrètement et réellement en 2018. Avant, on n'a pas de PMM
à proprement parler. On a des personnes qui bossent sur du contenu, on a des personnes qui font un peu de social media, etc. On n'a pas vraiment de personnes dédiées à la fonction PMM. En 2018, notre directrice des contenus, Lisa, passe beaucoup de temps à écrire et à analyser un petit peu ce qu'on fait côté produit et équipe produit. Et du coup, passe assez naturellement sur cette fonction de PMM dont on avait besoin pour un peu matérialiser l'importance de la fonction et de son travail parce qu'en fait, c'est ce qu'elle faisait. Donc, en 2018, on a une première personne qui intègre cette fonction de PMM et cette personne n'est pas recrutée pour ça, elle était déjà là, quoi. C'est une évolution organique et interne d'une personne qui avait les compétences pour embrasser la position de PMM. Est-ce que tu as dû convaincre les stakeholders, typiquement les CEO, du besoin de faire évoluer ce métier et d'aller vers plus un métier de product marketing ou comme tu dis, ça s'est fait très naturellement et finalement ça a plus été dans peut-être les recrutements futurs pour compléter l'équipe où tu as dû ici plus travailler ce besoin d'expliquer et d'évangéliser sur le rôle du product marketing? Non, alors j'ai eu cette chance de pas avoir eu besoin de forcer vraiment très fort et avoir à convaincre le CEO, etc., que la fonction de PMM était importante. On est une boîte produit. Pendant longtemps, nos leads et nos clients sont venus de l'inbound, donc de nos articles de blog, du SEO, etc. Donc la fonction de PMM pour une boîte produit orientée product-led, ça fait pas vraiment de débat. En tout cas, en interne, chez nous, ça n'a pas vraiment fait de débat. Donc, il n'y a pas vraiment eu de besoin d'aller convaincre la direction, entre guillemets, dont je fais partie quand même, qui avait besoin du product marketing, il y en avait besoin, c'est tout. Et on avait une personne qui faisait déjà ça, en fait. Donc c'était vraiment la concrétisation du travail de cette personne avec le bon positionnement. Dire qu'une personne qui fait du contenu fait pas de product marketing alors que c'est son quotidien, c'était un peu bancal. Donc on a un peu cleané tout ça en se disant, ok, maintenant on a une personne qui fait du product marketing et ça nous a aussi permis de commencer à se concentrer sur une question quand même essentielle là-dedans qui est, ok, on a une personne qui fait du product marketing, mais c'est quoi et on en attend quoi? Tant que la personne était plutôt chargée du contenu, les objectifs étaient orientés contenu et pas forcément product marketing. Donc une fois que tu es une personne qui est vraiment, désolé pour l'anglicisme, accountable du product marketing, bah, tu as besoin de fixer des objectifs qui sont liés au product marketing et à ce que tu en attends. Donc ça force aussi la direction et les personnes en charge à se poser les bonnes questions là-dessus, quoi. Comment tu mesures, qu'est-ce que tu en fais, etc. Comment tu as mesuré? Comment tu as réussi à switcher, à passer d'objectifs contenu à des objectifs product marketing? Ça s'est pas fait simplement et je dirais que on a pas mal lutté au début et on s'est rendu compte surtout que la position que le PMM avait à ce moment-là n'était pas la bonne déjà. Et après, pour parler à proprement de mesure, on était très mauvais là-dedans. On mesurait pas, on avait juste en gros mis le titre de la personne sur la bonne personne qui faisait le travail, mais on était plutôt en mode il faut délivrer et on mesure pas. Et il y avait des problèmes d'alignement, etc., etc. Ce qui est assez inhérent à la fonction de PMM, hein, dont on va parler un peu plus longuement tout à l'heure. Mais quand tu as une fonction PMM qui est splittée entre le produit, le marketing, qui own quoi, comment on mesure, qui va décider. Bon voilà, bah, quand tu démarres cette fonction-là, tu prends des murs comme à peu près tout le monde. Hein. Bah là, c'est le mur qu'on a pris, c'est celui-là. On n'était pas vraiment capable de mesurer à la fois la performance et le résultat, pas juste en vanity metrics. Là, pour le coup, c'est pas compliqué de compter le nombre d'assets qu'on va développer et qu'on va réaliser, mais plutôt savoir exactement l'impact sur l'adoption, etc., etc. Donc, non, ça, pour le coup, on n'a pas été bon à mesurer au tout début. On en parlera après justement sur les challenges que tu as aujourd'hui et comment tu fais évoluer toutes ces problématiques. Et tu as parlé de quelque chose qui est intéressant sur le PMM. Du coup, la PMM, quand elle est arrivée, c'était du contenu, focus contenu, donc très marketing. En passant product marketing, finalement, ça s'est rapproché aussi des équipes produits. Est-ce que la question s'est posée de sous qui le PMM est l'idée par toi, le CPO, ou est-ce que c'est l'idée par la Chief Marketing Officer? Est-ce que c'est une question qui s'est posée ou pas du tout? Alors en fait, la question s'est posée assez rapidement quand on a eu cette personne qui a transité de content personne à PMM. La question s'est très vite posée parce que quand on parle de product marketing, on parle de product. Et quand tu as des équipes produits qui sont très intéressées par la manière dont on va communiquer sur ce qui a été construit par les équipes, conçu, pensé, imaginé, etc. Et ben, quand t'as pas la main sur le product marketing, c'est un peu compliqué de pouvoir faire changer les choses. Et à cette époque-là, il y avait quand même beaucoup de frustration, beaucoup de friction, mais on comprend pas pourquoi on n'a pas fait une simple newsletter, une simple release note, ce genre de choses, qui paraît assez basique, mais pour rappel, on est en 2018 et on est en train d'essayer de creuser un peu qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans. Mais il y avait des frictions, et donc moi, j'avais pas la main là-dessus. La PMM en question était côté marketing. Et après pas mal de discussions, d'échanges, de tensions saines, hein,
comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça pour le bénéfice de l'entreprise. On a décidé de bouger cette fonction côté produit et ça tombait en même temps que le départ de cette personne, de Lisa, qui partait pour aller faire d'autres activités ailleurs. Et du coup, on a recruté une personne pareil en interne pour monter sur cette fonction de PMM et qui là pour le coup est venu directement côté produit. Ça a changé pas mal de choses. Déjà la personne était différente, avait d'autres types de compétences qui selon moi à ce moment-là correspondaient mieux à ce dont on avait besoin. Et après je l'avais en direct. L'équipe n'était pas aussi étoffée qu'aujourd'hui. J'avais beaucoup moins de monde, donc j'avais vraiment quasiment tout le monde en direct dans l'équipe. C'était quand même beaucoup plus simple pour aller actionner soit des meetings, soit des events de synchronisation entre un PM, une PMM, etc. Enfin, c'est toujours plus simple quand t'as la main sur tout. Évidemment, ça marche pas, ça scale pas du tout. Donc, il faut bien s'entourer. C'est un point très important. Et cette transition du marketing vers le produit s'est fait à ce moment-là, ouais. Avec l'arrivée de Samia chez nous. Et c'était en 2020. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais un échange pour un autre enregistrement qui me disait que justement les organisations product-led, ça fait sens d'avoir le product marketing côté produit par rapport aux enjeux que tu as évoqués et que selon le type d'organisation, c'est plutôt product-led, marketing-led ou sales-led, la place du product marketing est finalement différente et qu'il n'y a pas de règles à suivre, mais que ça dépend vraiment du type d'organisation en fait. Je pense qu'il n'y a pas de règle à suivre et surtout, il y a un point très important, c'est que ça dépend aussi des gens dans l'entreprise. Typiquement, un point que je soulève régulièrement sur la position du PMM entre marketing et produit, c'est que je pense qu'il est plus facile de créer une relation avec le marketing quand tu es dans l'équipe produit que l'inverse. Quand tu es au marketing et que tu ne côtoies pas les équipes product, engineering quotidiennement parce que tu es dans la même équipe et que tu as tes réunions d'équipe, etc., c'est plus difficile de créer une relation avec les équipes produits. Non pas parce que au produit on n'est pas sociable, hein, mais juste parce que les sujets sont plus complexes, ils sont moins dans la communication. Du coup, les équipes produits ont plutôt tendance à être entre elles et pas forcément à aller à l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'ai vécu quand j'étais PM, que je vois encore se produire parfois. Après, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une équipe produit qui est très intéressés par le PMM, même côté product manager. Ils sont très intéressés par ça, ils sont toujours en train de proposer des idées et des choses pour améliorer nos process de product marketing parce qu'ils ont tous un background déjà marketeux. J'ai aujourd'hui dans l'équipe aucun PM qui vient du monde du développement. C'était un choix. Ça fait que ça fonctionne plutôt bien et que le PM est très intéressé par ces sujets-là et donc on arrive à faire le lien de manière un peu plus simple. Et pour moi, c'est vraiment la clé, quoi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a une équipe PMM qui est donc rattachée au produit, qui est l'idée par une personne qui est en Pologne aujourd'hui. Et cette personne-là se sent plus proche de l'équipe marketing que de l'équipe produit, alors qu'elle appartient à l'équipe produit. C'est dire à quel point construire une relation avec le marketing, entre un marketeur qui est au produit et un marketeur qui est au marketing, la connexion se fait extrêmement vite, quoi. Enfin, aujourd'hui encore, je soutiens que c'est la meilleure position pour une équipe PMM dans une boîte comme Agora Pulse, c'est-à-dire product-led, sales, et dans lequel on est en SaaS B2B et on délivre beaucoup de solutions à nos utilisateurs et on a besoin qu'il y ait vraiment beaucoup d'activités côté PMM. Donc voilà, mais ce sera évidemment différent dans une autre boîte d'un autre type. C'est la magie du product marketing. Exactement, c'est ça. Avant de passer à aujourd'hui tes enjeux, combien vous êtes, combien de personnes il y a dans l'équipe product marketing aujourd'hui? Alors l'équipe product marketing, c'est une personne qui lead. Donc on a une Head of PMM qui est en Pologne, qui s'appelle Daria. Et on a 3 personnes, 3 PMM on va dire. On avait 3 PMM, pardon, parce qu'il y en a une qui est partie la semaine dernière. On a un PMM plutôt senior et un PMM, alors junior dans la fonction de PMM, mais c'est un senior anciennement parce qu'il était côté sales, qui s'occupe plutôt de la partie competitive intel et sales enablement et team enablement. C'est lui qui s'occupe de tous les trainings de nos équipes sur tout ce qu'on développe aujourd'hui. Et du coup, cette Head of Product Marketing te reporte directement, c'est ça? Exactement, ouais. En fait, ma ligne de report, c'est le Head of PM, donc le Head of Product Management, Alexis, le Head of Product Design avec Sandy et Daria à côté Head of PMM. On va passer à tes enjeux aujourd'hui parce qu'il me semble qu'au moment où on enregistre l'épisode, tu es en pleine réflexion de réorganisation de l'équipe Product Marketing. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous dire vers où tu souhaites aller, pourquoi et voilà, pour mieux comprendre les enjeux que tu traverses aujourd'hui? Si je reprends un peu le fil de ce que je disais tout à l'heure, on a eu Lisa 2018, on a eu Samia 2020 et on a Daria qui est arrivée en 2022 pour épauler Samia qui était toute seule et qui faisait un super travail mais qui était toute seule et on grossissait les autres équipes. Donc au bout d'un moment, la fonction PMM, c'est un goulot d'étranglement si on n'arrive pas à étendre ce qu'on peut faire à la fin, c'est compliqué. Donc on a Daria qui arrive, Samia trouve une opportunité chez Stripe, super opportunité, donc elle décide de partir. Et là avec Daria qui est arrivée, on décide de monter une équipe.
Donc on recrute 3 personnes. 2 PMM vraiment sur la partie lancement, gestion des pages importantes côté produit pour le site web, etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des missions pour l'instant, mais on en est à peu près là. Et puis on a ce move interne de Jacob qui était au sales et qui donc passe côté competitive intel. Et donc on fonctionne comme ça pendant quelques mois. Et les premiers learnings là-dessus, c'est qu'on a une super équipe qui est très orientée sur la coordination de projet pour faire intervenir les bonnes personnes, etc. Mais c'est là qu'on se rend compte que la coordination, c'est compliqué quand on a plein d'équipes et c'est évidemment propre au PMM. Hein. On va travailler avec le CS, le marketing, le product management, etc. Si on n'arrive pas à avoir une base solide qui est exercée elle-même par le PMM. Une base de création d'assets, aller sur Figma, faire un design très simple, aller créer un article de blog sans avoir à demander à l'équipe content de créer cet article, etc. etc. Donc, on a commencé à voir ce type de limite arriver dans la manière dont on travaillait. Et donc là, en ce moment même, au moment où on se parle, le 24 août, effectivement, il y a une petite réorganisation qui est en cours pour obtenir du PMM quelque chose de plus lean, moins dans la coordination, mais plus dans l'action et plus dans OK, on va délivrer les assets dont on a besoin et on va y aller de manière un peu plus directe et avec moins de coordination. Donc en gros, je te donne un exemple très concret, mais on a un case study, on va publier le case study, il sera pas parfait, il sera pas extrêmement bien écrit, mais on va le publier. On a un design à faire, il faut que nos PMM ils soient équipés, outillés pour aller dans Figma et créer un design encore une fois très simple. On ne demande pas à nos PMM d'être designers, c'est pas du tout le but. Mais le PMM, c'est un métier de communication. Et je lisais l'autre jour sur LinkedIn, je sais plus qui écrivait ça, mais que le PMM, c'était un métier de créateur de présentation. C'était une blague, évidemment, hein. Mais il y a quand même un peu de ça. On doit avoir les compétences pour faire une présentation qui donne envie aux gens d'aller plus loin, de découvrir quelque chose, d'adopter une solution, etc. Donc, si on n'est pas capable nous-mêmes de faire ce travail-là, c'est compliqué. Donc, grosse réorg là-dessus. En plus, on a 2 personnes qui ont décidé de partir de cette équipe. Donc, ça force à la réorganisation aussi. Et c'est pour ça que je parle d'être un peu plus lean. C'est-à-dire, avec 2 personnes, qu'est-ce qu'on va être capable de faire? Alors, évidemment, on va pas garder le même scope, hein. On va réduire un peu la voilure de ce qu'on est capable de faire, mais être beaucoup plus lean, direct et efficace là-dessus, quoi. Donc ouais, réorg en cours. Il faudra qu'on refasse un épisode dans 6 mois pour faire un Rex. Ah oui, bah là, je pense que dans 6 mois, le changement qui va se produire, qui donc s'est produit, hein, parce qu'à l'heure où on se parle, encore une fois, on est le 24 août, c'est que notre Head of PMM part, et du coup, je vais avoir en direct 2 PMM. Et c'est important pour moi parce que j'ai monté au début dans l'histoire d'AgoraPulse. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire, j'ai fait un épisode podcast avec Timothée Frein dans Clé de voûte sur tout mon parcours. Et donc, c'est moi qui ai monté l'équipe de product management. Donc, je les avais tous en direct et aujourd'hui, on a une personne qui gère ça, etc. Et le PMM, on est passé assez vite de je les ai à quelqu'un qui est là pour faire la passerelle, entre guillemets, et le leadership du PMM. Et finalement, ça s'est avéré un petit peu plus compliqué pour mettre en place des choses. Donc là, j'aurai en direct les 2 PMM avec la mise en place de choses, encore une fois, très simples et optimales pour voilà, avoir un objectif un peu en fond pour tout le monde, espèce de guideline qui est comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'intégralité de la boîte soit fière de ce qu'on fait. Et le PMM, pour moi, a une grosse responsabilité là-dedans, d'être capable de faire le 14 juillet quand on sort des trucs qui sont vraiment super, quoi. Et bien le communiquer, bien le présenter, etc., quoi. Donc voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'excitation sur cette réorg. Par rapport à la problématique dont tu parlais tout à l'heure de la complexité à mesurer l'impact du PMM, est-ce que du coup dans cette réorganisation, tu as aussi clarifié comment est-ce que tu vas mesurer l'impact, l'action du product marketing? Je suis en plein dedans, hein. Là, je passe mes journées à écrire quel va être le plan. Il y a une grosse métrique sur laquelle on va insister beaucoup, c'est l'adoption. L'adoption chez nous, ça a été beaucoup de discussions entre le product management et le product marketing. Qui est en charge de l'adoption? Alors je pense que ça mérite au moins un épisode à lui tout seul. Et du coup, là, je vais insister assez fortement sur des binômes entre PM et PMM. Alors évidemment, on a beaucoup de PM et beaucoup moins de PMM, mais les PMM vont être en charge de scope fonctionnel assez précis, pour lequel ils auront un PM référent à chaque fois, et ils vont travailler sur des métriques d'adoption et de succès d'adoption de fonctionnalités, sachant qu'on découpera certainement avec un peu d'activation aussi. Et c'est là qu'on arrivera à dire l'activation c'est plutôt du PMM, l'adoption c'est plutôt du PM, etc. Mais on va être sur ces 2 métriques-là, et puis après il y aura aussi des KPI de suivi de performance habituels, etc.
classique scorecard du PMM. Je suis pas très fan des vanity metrics, mais on va quand même aller chercher la récurrence de création d'assets, des battle cards, etc. pour maintenir un rythme de création d'assets qui nous sont demandés par les équipes sales et CS, à juste raison, et pour lesquels on a besoin que ça tourne assez efficacement. Du coup, dans cette nouvelle organisation, l'idée, c'est que le PMM soit surtout le cycle de vie du produit, si je peux dire ça comme ça, et accompagner, être vraiment en binôme avec le PM et après travailler potentiellement avec le marketing. Est-ce qu'il y a aussi ce pont avec l'équipe marketing? Alors ça, pour l'instant, je sais pas encore exactement comment ça se passait parce que jusqu'à présent, notre Head of PMM était présente dans les meetings de l'équipe marketing, le leadership marketing, on va dire. Donc soit je me fais inviter dans ces meetings-là, ce qui peut être une bonne idée, soit de toute façon, l'objectif, alors le PMM peut pas vivre sans le marketing, c'est pas possible. Donc sur les gros lancements, les gros événements qu'on va devoir organiser sur des lancements de solutions importantes, etc. Évidemment, le PMM devient le coordinateur d'un gros chantier, mais sur les plus petites choses qu'on fait quand même régulièrement, hein, des features A, B, C qui sont sorties, voilà, qui nécessitent pas forcément tambour et trompette partout et de tout le monde. Là, pour le coup, le PMM, il sera plutôt autonome, on va dire. Après, tu parlais de cycle de vie. Je crois qu'un des problèmes qu'on a eu, et alors c'est pas un learning, on le sait tous qu'il faut le faire, mais bon, quand on est pris dans le quotidien, c'est plus compliqué. Mais il faut absolument que le PMM il soit on board des sujets dès le départ. La raison pour laquelle c'est important, c'est que quand on commence à se poser la question de mais comment on va le vendre, comment on va le communiquer, comment on va le présenter, s'il faut réexpliquer toutes les raisons pour lesquelles on a fait ceci, cela, comme ci, comme ça, et qu'à la fin t'as reperdu 2 jours parce qu'il a fallu tout réexpliquer, et en fait c'est pas du tout efficace, et ton PMM il se sent exclu, quoi. Il se sent pas dans l'équipe. Et je crois que c'est un des soucis entre guillemets qu'on a rencontré nous, c'est que on avait la volonté d'inclure le PMM dès le départ, mais pour plein de raisons, les meetings se produisaient un petit peu en amont, et puis nous, les équipes product et engineering sont à Paris, les PMM sont pas du tout à Paris. Donc ça crée une espèce de friction là et de gap de communication qui du coup sera assez, pas forcément facile, mais simple à résoudre quand même, une fois que j'aurai fait cette réorg en cours. Et qu'est-ce que tu valorises du coup chez un product marketing manager? Est-ce que tu as des attentes en particulier? Quel est selon toi un bon profil product marketing manager? Alors, c'est une super question. Et quand j'y réfléchis, je pense que les bonnes qualités d'un bon PMM ou d'une bonne PMM se retrouvent chez une ou un bon PM. Je dirais que le premier, c'est un sujet que j'ai beaucoup évoqué aussi dans le podcast avec Timothée, que j'évoque assez facilement dans plein de discussions, c'est l'intelligence émotionnelle. Le PMM, il est vraiment au milieu de tout, comme le PM. Et l'intelligence émotionnelle, elle est absolument clé et cruciale pour intervenir au bon moment, se taire au bon moment, aller mettre le bon curseur au bon endroit, etc. Enfin, pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est une qualité indispensable à beaucoup de métiers liés au produit, product designer inclus. Je dirais l'intelligence émotionnelle. Le deuxième, la capacité d'un PMM à délivrer. Pas juste à coordonner, mais vraiment à délivrer, à trouver des solutions. Être solution oriented pour un PMM, ça me paraît quand même être la clé. J'ai beaucoup entendu récemment la notion de PMM full stack. Évidemment, le type de PMM qu'on va recruter va dépendre du niveau de maturité de l'entreprise et de l'équipe produit. Mais je crois assez fort au fait qu'un PMM, quoi qu'il arrive, il doit avoir un côté full stack avant d'être spécialiste. Et le troisième point, je dirais que c'est une grosse capacité à s'organiser. Alors pour le coup, nous on est en SaaS B2B, il y a beaucoup de choses à faire. On a 8500 clients, on a 70 personnes qui bossent côté product et engineering pour concevoir et construire le produit. Il y a un boulot incroyable. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est super intéressant. Mais s'il n'y a pas un minimum de capacité d'organisation et cette capacité à trouver des petits workarounds quand il faut passer par la fenêtre plutôt que par la porte parce que c'est fermé, c'est compliqué. Donc je dirais ouais en 3 grosses capacités d'organisation. Et c'est vrai que, enfin, que ce soit pour le PMM ou le PM ou product designer, n'importe qui, il y a toujours quelque chose à faire, toujours du travail en plus. Ouais, exactement. Le plus difficile, c'est de réussir à allier les projets qui vont être stratégiques, long terme, où il faut se poser, où il n'y aura pas forcément un résultat visible rapidement, et les actions, les projets plus opérationnels, où là, on va avoir de l'impact rapidement. Et c'est allier les deux qui est, je trouve, le plus difficile. C'est un peu le problème qu'on a rencontré au cours des 6-8 derniers mois, hein. C'est qu'il y avait beaucoup de volonté sur la prise en main de sujets stratégiques. Alors évidemment, on parle de définition d'ICP, on parle de positionnement, on parle de tout ça. Et quand dans le même temps, il faut réaliser les battle cards, les assets de lancement, les mises à jour de presse, les updates du site web, les webinars, etc. Bah oui, effectivement, hein, il y a les priorités qui se rentrent dedans et il faut faire les bons choix. Donc effectivement, ouais, c'est un gros challenge. Je suis bien d'accord.
Et comment tu arrives à juger ces 3 qualités dont tu as parlé typiquement en recrutement? C'est beaucoup de soft skills et pas tellement de hard skills qu'on peut vraiment mesurer facilement, via un use case. Donc je suis curieuse de savoir comment est-ce que tu arrives à détecter et à prendre les bonnes décisions? Oui, il y a beaucoup de soft skills. Pour autant, justement, quand on parle d'un PM full stack, valider le fait que, il sache s'en sortir ou elle sache s'en sortir sur, un template Figma ou ce genre de choses, ça peut se valider assez rapidement en entretien. C'est de la technique pure, ça on peut y aller. Il y a pas mal de questions aussi à poser sur, la réalisation des projets. À quel niveau d'implication la personne, elle était dans la réalisation du projet? Est-ce que c'était un niveau de coordination ou est-ce que c'était un niveau de création et d'action, on va dire? Après oui, c'est vrai qu'il y a une grosse partie, soft skills. L'intelligence émotionnelle, c'est un truc qui se mesure pas. En tout cas, à moins d'aller dans des établissements spécialisés. Et encore, je suis pas certain, mais ça se mesure pas. Donc ça, c'est plutôt une question de fit, on va dire. Est-ce que tu as envie de bosser avec cette personne? Voilà. Et si émotionnellement tu te sens connecté à cette personne, tu peux te dire que ça peut le faire. Mais ça suffit pas, hein. Je veux dire, c'est pile ou face. Tu lances la pièce et tu regardes ce qui arrive 6 mois plus tard. Le principal, c'est d'aller valider le côté full stack pour moi. Si t'es full stack et que 3 mois, 6 mois, 9 mois plus tard, tu remarques que la personne a la tête bien faite, tu vois très bien qu'au bout de 3 mois, 6 mois, 9 mois, bah, ça évolue, ça change, la personne elle apprend, elle montre des choses, etc. Et en fait, tu vois juste que c'est la bonne personne. Et une capacité d'organisation, c'est pareil, ça peut se valider avec des petits exercices tout simples de priorisation et de quels sont tes moyens de prioriser cette longue liste de tâches à faire ou de projets à mener, etc. Et tu regardes comment la personne raisonne. J'ai jamais été un grand partisan des case studies en entretien, ni d'ailleurs à la maison, parce que travailler gratos, j'ai toujours été un peu embêté par ça. Mais pour autant, en entretien, voilà, avec des exercices qui prennent 10 minutes, 20 minutes, etc., t'arrives quand même à voir comment la personne réfléchit. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus là-dedans. Et si tu as un conseil pour des CPO, des lead product, pour l'écosystème product qui souhaitent recruter un premier PMM, quel serait ce conseil? Bah, c'est assez proche de ce que je viens de te dire. En gros, c'est si vous le trouvez, parce qu'évidemment, trouver un bon PMM, c'est compliqué, prenez un doueur. Quelqu'un qui a la capacité de monter un niveau de lead en 6-12 mois, par exemple. Mais ne soyez pas attiré tout de suite par les sirènes de l'ICP, de la stratégie go-to-market, etc. Parce que quand on démarre le recrutement d'un PMM, c'est compliqué à mettre ça en place parce que souvent la personne elle arrive, la fonction elle n'existe pas, elle doit faire ses preuves, elle amène des sujets qui sont compliqués, qui sont pas toujours acceptés par le leadership, etc. L'ICP, on n'a pas besoin d'ICP, etc. Je crois surtout que c'est quelqu'un qui doit construire la légitimité de la fonction PMM en montrant que ça a de la valeur. Et la valeur, la première valeur du PMM, tu la vois d'abord dans la manière dont on va exécuter des lancements, c'est propre, ça scale, il y a de l'impact. D'où la nécessité absolue de mesurer l'adoption, etc. Et ensuite, cette personne, elle amène les sujets plus stratégiques et un peu plus long terme de ok, mais l'ICP, on en est où? Le go-to-market avec le sales, le CS, etc. Comment ça se passe? Je pense que c'est deux temps un peu différents et ouais, le premier PMM pour moi, ça doit être une personne plutôt full stack et qui, encore une fois, j'insiste, a la capacité assez rapidement, à moyen terme, de passer à un niveau de lead qui peut apporter des sujets plus stratégiques. Tu parlais au début du fait qu'il y a aussi eu des moves internes. Est-ce que c'est aussi une sorte de recommandation de commencer par regarder est-ce que déjà au sein de l'entreprise, il y a des profils PMM qui pourraient finalement vraiment bien fitter avec ce métier-là ou c'est plutôt non et aller regarder, faire du recrutement externe? Alors ça dépend de plein de facteurs évidemment. Si tu as les moyens, tu peux tout te permettre. Si tu les as pas, tu vas assez naturellement regarder en interne. À titre personnel, je suis vraiment fan de la promotion interne. Je trouve que c'est quelque chose qui permet vraiment de donner une dynamique positive dans l'entreprise. Nous, Samia, qui est arrivé chez nous, qui a été notre PME pendant 2 ans, c'est une promotion interne. Et c'était pas du tout un échec. Ça s'était très bien passé, elle a fait un super boulot et c'était plutôt chouette. Je suis plutôt assez regardant sur la promotion interne et surtout promotion interne, elle a un énorme avantage que tu vois déjà arriver, qui est que la personne, elle connaît le contexte, elle connaît le produit, elle connaît tes clients, elle connaît tout ça. Donc si en plus c'est une personne qui a les qualités pour aller faire du PMM, c'est encore mieux. Souvent, on peut aller regarder dans les équipes social media. On peut aller regarder dans les équipes CS, on peut aller regarder tout simplement chez un product manager. Product manager, chez nous, on en a qui sont très 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 intéressés par le sujet et qui, à mon avis, seraient extrêmement performants dans ce métier-là aussi. Promotion interne, faut pas négliger cette option absolument. Merci beaucoup Sébastien pour tes réponses à tes questions, c'était super intéressant.
Si ça te va, on passe aux questions de la fin. Pour clore l'épisode, quelle est la prochaine personne ou le prochain sujet que tu aimerais écouter sur ce podcast et pourquoi ? Sans trahir de secret, j'avais reçu ces questions avant. Et pour les préparer, en fait, j'ai un nom qui m'est venu. Et elle sera peut-être surprise parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'échanger. Mais je suis assez attentivement ce qu'elle fait et la manière dont elle le raconte. C'est Chloé Girardin, qui est la PMM de Eldo. Et je trouve que la manière dont elle aborde le métier et certaines tactiques qu'elle a utilisées pour justement faire croître la fonction de PMM est super intéressante. Je pense qu'elle pourrait apporter des choses à ton audience. Quelles ressources ou livres tu recommandes ? Sur l'aspect purement product marketing, je vais pas être très original. Moi, j'ai beaucoup aimé la série des bouquins de Marty Kagan sur le product management et le bouquin Loved sur la partie product marketing. Alors, c'est pas lui qui l'a écrit, hein, c'est sa collaboratrice, mais est assez pragmatique, simple, concret, voilà, à l'image des autres. Donc, je trouve que c'est plutôt un bon début. Un bouquin qui a changé un peu ma manière de penser le produit, c'est celui de Teresa Torres, Continuous Discovery Habits. Je pense que ça, c'est vraiment un must-read pour toutes les personnes qui bossent sur le produit. Et voilà, je pense que ces deux-là sont de grosses, belles ressources déjà pour démarrer. Super, j'ai lu le premier, le deuxième, je le connaissais pas, donc je vais le rajouter dans ma liste de livres à lire. Un super bouquin que j'ai fait lire à l'intégralité de l'équipe et qui a changé notre manière de construire du produit chez Agorapulse aujourd'hui. Et enfin, où est-ce que les auditeurs peuvent te contacter pour te remercier, pour potentiellement te poser des questions sur la place du PMM chez Agorapulse ? Ouais, sur LinkedIn, faut pas hésiter. Sébastien Gendreau sur LinkedIn, vous allez me trouver assez facilement. N'hésitez pas à m'envoyer un DM ou demande de mise en contact. Mais dans la demande de mise en contact, mettez un petit mot parce que s'il n'y a pas de petits mots, généralement, je les accepte pas. J'aime bien avoir un peu de contexte sur qui me contacte et pourquoi faire. Donc, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Merci encore Sébastien pour ton temps et pour tout ce partage d'insights et de retours d'expérience. Merci à toi de m'avoir reçu et merci pour ce podcast qui est super utile. Avec plaisir. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci